de l'une de nos vidéos précédentes sur qu'est-ce que le féminisme, j'évoquais brièvement la sororité qui, pour moi, était une notion assez basique et évidente sur laquelle reposait la lutte féministe. J'ai été du coup assez étonnée de recevoir des messages pour me faire remarquer que ce concept, que j'évoquais comme un genre de vérité absolue et extrêmement simple, était plutôt flou, en fait, pour plein de gens, et qu'il serait peut-être de bon ton d'expliquer ce que c'était, la sororité. Je me suis alors penchée sur la question, en pensant que j'allais faire une vidéo courte, simple et plutôt vide, et surprise, en fait c'est une notion plus complexe qu'elle n'en a l'air. En tout cas, réfléchir sur ce concept m'a fait reconsidérer plein de choses dans ma façon de concevoir et de définir mon propre féminisme, et j'espère que vous trouverez dans ce petit état des lieux de la matière pour vos propres réflexions. Je le souhaite aussi objectif que possible, mais le sujet amène forcément un peu à donner son avis, alors vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Déjà, la sororité dans le féminisme, c'est quoi ? Eh bien, en 3 mots, c'est la solidarité entre femmes. Une des bases de la lutte féministe, c'est cette notion de sororité, un concept remis au goût du jour dans les milieux féministes des années 70, par des mouvements comme le MLF. C'est un concept philosophique qui est censé nous rapprocher toutes, quelles que soient nos opinions, nos différences, une alliance des opprimés pour faire face à l'oppresseur. C'est le principe d'une organisation sociale unie par une solidarité indéfectible. Je t'aide, parce que tu es ma sœur. Nous pouvons avoir 1000 raisons de nous détester, mais pas une seule de ne pas chercher à nous soutenir en ce qui concerne nos intérêts communs. C'était une réaction révolutionnaire à une société et un langage excluant, pour mettre en relief l'unilatéralité et le sexisme de ce précepte masculin de fraternité, censé être neutre grammaticalement, mais l'étant bien peu dans les faits, et encore moins à cette époque. L'hymne du MLF, que j'adore, lui consacre tout un couplet. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Et puis plus loin, reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Et effectivement, la division des femmes a toujours été une arme absolue du patriarcat. Sauf que la dernière fois que j'ai utilisé le mot sororité pour savoir ce qu'il évoquait aux femmes autour de moi, on m'a répondu « La sororité, ça veut rien dire. Ça exclut plein de gens. Moi, je me sens pas du tout représentée par ça. C'est le truc des universités américaines, non ?» Du coup, j'ai été un peu surprise parce que clairement, ce que ces femmes percevaient de la sororité n'était pas du tout ce que je percevais moi. Et je me suis penchée un peu plus sur les autres sens que pouvait contenir ce mot. Et effectivement, une sororité, c'est aussi une communauté de femmes. Un ensemble, parfois universitaire, surtout aux États-Unis, ou religieux. C'est notamment comme ça qu'on pouvait appeler un regroupement de moniales ou de religieuses au Moyen-Âge en France. C'est une micro-société dans la société. Un îlot exclusivement féminin, mais pas hors du monde, au milieu du patriarcat, donc encadré par ce même patriarcat. Les lavoirs, dans lesquels les hommes n'avaient pas leur place et où tout le monde faisait bien plus que laver son linge, ou encore certaines sociétés non mixtes de religieuses ou de prêtresses selon les pays et les époques, et plus récemment des groupes de parole, qui se réunissent autour de la notion du féminin. Ce sont des lieux dans lesquels les femmes se rassemblent, et dans lesquels elles peuvent partager. Je ne mentionne pas ici à dessein les exclusions que les femmes subissaient et subissent encore, malheureusement, dans beaucoup de sociétés, pendant leurs règles. Souvent seules, quel que soit leur âge ou leurs conditions physiques, dans des endroits extrêmement précaires, des conditions extrêmement difficiles. La réalité de ces exclusions est souvent très loin du fantasme de sororité que leur donne à présent l'imagerie occidentale qui s'est superposée à l'horreur du phénomène. Là où le parallèle avec une lutte politique diffère, c'est que cette sororité-là n'est pas poreuse. C'est-à-dire que ce qui est dit au lavoir reste au lavoir. On s'entraide à supporter l'exclusion et les douleurs amenées par l'oppression, mais on ne lutte pas de manière effective, concrète contre elles, puisqu'on agit sur une sphère fermée et privée, celle de l'entre-soi. Les femmes en ressortent avec une sensation de partager des choses en plus, d'être soulagées, plus liées que jamais, mais toujours dans le statut qu'on leur a confié. Pour reprendre l'exemple du lavoir, en s'échangeant par exemple de la culture, des conseils médicaux ou juste du soutien, de la compassion, le but était de garder cet espace clos pour soi, et d'y trouver assez de force pour continuer à supporter une condition féminine imposée. Le plus important, c'était l'instant, le réconfort, l'entraide. Mais la mission n'a jamais été de faire voler à la face des anciens du village son linge sale ou de détruire le lavoir pierre après pierre. Et c'est bien pour ça, selon moi, que ce genre de réunion a toujours été accepté dans une société pourtant parfois très répressive envers les femmes, et dans laquelle 3 nanas qui se regroupent d'elles-mêmes au milieu d'un champ peuvent être brûlées parce qu'accusées de sorcellerie. Là, ça reste sous contrôle. Tu partages des trucs de bonne femme et tu fais de mal à personne. Mais cela reste un endroit sécurisé et sécurisant, dans lequel la notion de clan devient fondamentale, et dans lequel règne, du moins pour les membres du clan ainsi formés, l'entraide et la compassion. Cette sororité induit le lien entre les femmes comme un fait naturel, et pas comme un enjeu politique. Parce que nous avons un même sexe,
Nous sommes censés pouvoir nous entendre, nous rassembler, puiser les unes dans les autres de la force. Malgré tout ça a l'air plutôt sympa et positif. Du coup, qu'est-ce qui fait peur dans la sororité quand ce terme est pris dans ce sens-là plutôt que l'autre? Qu'est-ce qui coince dans ce concept quand il est associé à une lutte pour l'égalité? La première opposition qui lui est faite, c'est que les femmes se regroupent entre elles. Elles se comprennent entre elles. Qu'est-ce qui fait la femme, alors? Les ovaires, la capacité à héberger la vie? Une femme dépourvue d'ovaires ou refusant de s'en servir, ou dans l'incapacité de s'en servir, est-elle donc par là même moins la bienvenue dans une sororité? Ou a-t-elle un statut particulier en son sein? Suffit-il d'avoir une vulve, alors? Mais du coup, un humain se sentant femme, mais étant pourvu d'attributs sexuels masculins, ne peut pas faire partie de ce genre de sororité, excluant la transsexualité du clan. On ne naît pas femme, on le devient, disait notre Simone nationale. Assertion qui a guidé les premiers pas du féminisme, et me semble pour ma part assez peu en adéquation avec certaines visions de ce genre de sororité. En abandonnant le neutre, qu'on le veuille ou non, on met en avant le genre. La sororité est une exhortation pour les femmes à sortir du schéma dans lequel on les a enfermées jusqu'ici, schéma qui encourage la compétition et le repli sur soi, même si à notre époque on peut constater que cette compétition est plus ou moins encouragée entre tout le monde. C'est une démarche supplémentaire, sur soi. Une démarche sans laquelle il est difficile de faire poids et de se faire entendre. Mais ce n'est pas un acte de féminisme absolu, qui se suffit à lui-même. Cette sororité-là peut être grandement appréciable, positive, génératrice de force pour une sororité politique. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas appartenir à une sororité et être féministe sur un plan politique en même temps. Je dis juste que confondre les deux, ou revendiquer son appartenance à une sororité comme un acte féministe en soi, pose des questions très profondes sur la façon dont on considère la notion de genre au sein même de la lutte féministe. Et, si on va jusqu'au bout de cette pensée, la place du féminisme en lui-même. Étrangement, ce concept nous amène à une autre question, une autre inquiétude liée au féminisme. Est-ce que le féminisme est seulement pour les femmes? Qui est exclu du féminisme? Qui est attendu comme étant naturellement féministe? Françoise Collin en parle très bien. Il y a une différence fondamentale entre le fait de considérer les autres femmes comme des sœurs de lutte ou de les considérer comme des sœurs de cœur, d'âme ou de corps. Cette différence réside dans ce que désigne et met en avant la sororité. D'un côté, dans la sororité politique, elle désigne le respect. Dans l'autre, elle désigne une notion beaucoup plus proche de l'amour. Or, le respect appartient à la sphère publique, politique, et l'amour à la sphère privée. À l'heure où la politique flotte de plus en plus entre les limites du privé et du public, certaines personnes, femmes et hommes, se retrouvent à confondre un peu les deux sororités, créant par là même de réelles distanciations entre les différentes revendications féministes. Là où certaines veulent être considérées sans égard par rapport à leur genre, mais avec la notion de leur humanité comme principe fondamental de leur droit à l'égalité, d'autres mettent en avant au contraire leur féminité comme instrument de rassemblement. Dans ce cas-là, on se pose naturellement la question de ce qu'il faut pour correspondre aux critères de cette féminité. C'est le côté paradoxal de la mise en avant d'une féminité pour revendiquer une lutte pour l'égalité homme-femme. Elle met en avant moins la nature que ce que nous avons attribué comme inhérent et naturel à chaque sexe. Des groupes se revendiquant féministes et affichant haut les couleurs de leur sacralisation de la féminité, il en existe, comme les Antigones. Sauf que cette féminité, lorsqu'on s'y penche un peu, ressemble en bien des points à celle qui a été conçue dans des schémas paternalistes, avec en avant, par exemple, la maternité, la douceur, la douleur qui nous unirait toutes, la volonté de guérir, de réparer, d'encaisser et de supporter avec courage, etc. Or, ériger cette féminité comme une vérité absolue et inhérente à la femme a tendance à repousser de par le même fait une égalité entre genres, puisque la femme, dans ces cas-là, semble vectrice d'une parole et d'une énergie fondamentalement complémentaires, mais différentes de la masculinité, réaffirmant par là même que nous avons besoin de places différenciées dans nos sociétés. En mettant en avant la complémentarité entre les sexes, on met en avant le côté reproductif, qui n'a quand même pas grand-chose à voir avec la politique, et surtout le côté hétéro, qui estime que seul un homme et une femme forment un couple complet. Pourtant, il ne me semble pas que les couples homosexuels soient particulièrement incomplets. Résultat, dans ce genre de groupe, la sororité prend un sens encore différent et s'oppose violemment parfois à la sororité d'autres groupes féministes. On peut faire partie d'une sororité sans faire preuve de sororité et prôner la sororité tout en étant contre les sororités. Mais du coup, si on s'oppose entre femmes, la sororité politique dans le sens de fraternité n'existe plus. Et si la sororité ne vaut que pour celles qui sont du même avis que nous, est-ce que c'est encore une sororité? Wow, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce merdier? La confusion entre les deux termes de sororité est tout à fait révélatrice de ce qui se passe fondamentalement dans la place qu'on a accordée au féminisme et qu'on lui accorde encore. Un truc de bonne femme. Des groupes de copines un peu énervées. Eh ben, elles ont leurs règles. Et pas une pensée politique organisée, laïque car dépassant le principe même de religion, non excluante, pour aller vers plus d'humanité. Car, pour moi en tout cas, le but du féminisme est bien politique. Il appartient à la sphère de l'universel, et pas du privé. Ce n'est pas simplement une philosophie de vie, c'est une lutte républicaine, qui doit s'ancrer dans la société pour la réformer.
et la rendre plus juste. Michel Baron-Bradshaw a écrit « La sororité, ce n'est pas seulement dans des groupes ou des sous-groupes qu'elle doit vivre. Elle doit s'apprendre et s'exercer pour l'ensemble des femmes par les femmes. Ce doit être une vertu générale, revendiquée, une fierté humaine érigée en valeur absolue. C'est, en d'autres termes, une qualité d'écoute et de vie, l'affirmation et la réalisation que seuls, nous avons bien moins de force qu'unis, tout ensemble, sans exclusion. Mais elle précise également que c'est une vertu à exercer en dehors des groupes qui nous ont été concédés, même si ces groupes peuvent aider, porter, donner une force et une confiance supplémentaires dans la sphère privée, avant de transvaser la lutte dans la sphère publique. La sororité, telle que je l'entends, et telle que, à mon avis, elle est et sera encore utile pour une lutte et une réforme profonde, tend vers la solidarité, une solidarité universelle. Virginia Woolf expliquait, dans son essai Les Trois Guinées, que la sororité n'est pas possible tant que la femme n'a pas fait acte de rébellion, tant qu'elle ne s'est pas éloignée de ses clichés, de sa construction, d'une société qui lui fait obstacle. Dans cette lignée, on peut avancer que la sororité, ce n'est pas sacraliser la femme, avec tout ce que ce mot implique de construction sociale, de clichés qui lui ont été ajoutés. C'est briser nos idées reçues, oublier le genre pour quelque temps, et le mettre de côté dans certains aspects de sa vie ne veut pas dire le nier, et sacraliser son humanité. C'est dire que cette humanité-là, que nous partageons pleinement et à égalité avec les hommes sauf preuve du contraire, nous voulons qu'elle soit mise en avant, et qu'elle soit la base d'une société plus juste. Une société où, avant d'être des hommes et des femmes, nous sommes des humains, des citoyennes et des citoyens qui ont la même valeur, les mêmes devoirs et les mêmes droits les uns envers les autres, de par notre humanité commune. Un mot est censé regrouper tous les humains comme des frères et sœurs, l'adelphité. À travers cette neutralité du mot, peut-être pourra-t-on trouver une réelle neutralité de l'engagement pour chacune et chacun, sans exclusion. Mais peut-être aussi que, dans cette neutralité, certains verront une tiédeur, une volonté de lisser les différences de chacun ou de faire dans le politiquement correct de façon un peu hypocrite. Preuve que parfois, les mots que nous employons naturellement dans la lutte se trouvent être un peu plus que des mots, et peuvent être vecteurs à la fois de force et d'exclusion. D'un autre côté, comment faire de la neutralité avec un langage qui ne l'est pas? Comment faire de l'universel avec des revendications qui ne le sont pas? Et comment ne pas exclure lorsqu'on commence à désigner? C'est une bonne question, non? And that's called sisterhood.